آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'impact socio-économique du coronavirus dans le monde. En effet, en 2019, nous avons assisté à des cas groupés de pneumonie en Chine, dont certains mortels. Il fallait attendre le 9 janvier 2000 pour identifier le virus. Il s'agissait du coronavirus. En ce moment, il est répandu sur les 5 continents et a touché plus de 100 pays, près de 135 000 personnes. Alors, nous allons voir avec mes invités, non pas l'origine de cette pandémie, mais l'impact économique. Alors, Monsieur Abdallah, bonjour. Bonjour, Monsieur Ahmed. Ravi de vous retrouver. Encore. Plaisir d'être sur ce plateau. En face de vous, nous avons le professeur Serge Longou, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Omar Bongo. Bonjour. Bonjour. Bien, avant de revenir vers vous, c'est vrai que la régie n'a pas préparé l'élément. Alors, Monsieur Akono, qu'est-ce que l'on peut attendre par coronavirus ? Bon, ici, d'après la définition, le coronavirus, c'est un virus qui appartient à la famille des coronas. Donc, c'est-à-dire que leur forme ressemble à une couronne. Donc, c'est pourquoi on les a appelés des coronavirus. Donc, et une fois le virus ici s'est déclaré, il n'avait pas eu de nom. Donc, on le désignait par rapport à son nom de famille. Et à partir de janvier, une fois le virus avait été détecté, voici, nous avons ici la forme du coronavirus. Donc, vous avez une forme arrondie avec des pics qui montrent, on aurait dit... Il me semble que tous les virus ont ce format-là. Non, encore que ceux-là ont cette spécificité. Ah, donc, ce sont des virus qui ont la forme d'une couronne. Et ici, donc, les scientifiques de l'OMS et la communauté scientifique ont décidé maintenant de donner un nom à cette maladie. On l'a appelé Covid-19, donc Co pour Corona, Vid pour virus et le D pour décembre. Donc c'est décembre et 19 pour l'année donc coronavirus découvert en décembre 2019. Donc ici sa date de naissance c'est décembre 2019 et c'est un virus qui est apparu pour la première fois à Wuhan, donc une province dans une ville de Chine, dans la province du Hubei en Chine. Et ici, ce virus présente certaines similarités comme celle de la grippe. Donc c'est peut-être ce qui a trompé un peu les spécialistes. On a d'abord peut-être confondu le virus à une grippe classique. D'accord. Le professeur a quelque chose à ajouter sur cette... Non, sur les questions épidémiologiques, je n'en dirai pas plus que ce que vient de dire Abdallah. Voilà, pour l'instant... Mais Monsieur Akono, quels sont les symptômes et quels sont les modes de transmission de cette maladie? Bon, ici, disons que la maladie a un réservoir animal qui n'a pas encore été identifié. On a quelques hypothèses. Certains ont parlé du pangolin, d'autres ont accusé la chauve-souris, mais on a également eu des contagions homme à homme. Qui n'étaient pas en contact avec ces animaux. Mais le virus est apparu pour la première fois. Le patient zéro avait été contaminé dans un marché où l'on vend des animaux sauvages, vivants. Et ici, les symptômes et le mode de transmission homme-homme, animal-homme, voici les principaux modes de transmission. On peut également... il vit également dans les sécrétions, en fait des voies respiratoires et dans d'autres liquides. Et puis ici, sa période d'incubation varie de 7 jours à 14 jours. Et les symptômes ici, ce sont les mêmes symptômes que la grippe.
on aura de la toux, on aura de la fièvre, des maux de tête, on aura tendance à éternuer et avec des difficultés à respirer. Donc à partir de là, lorsqu'on arrive à ce stade-là, on peut aisément faire la différence entre une grippe classique et ce coronavirus. Ben, professeur, je me tourne vers vous pour nous expliquer un peu. La question est de savoir quelles peuvent être les conséquences politiques de cette pandémie à travers le monde. Bien, d'abord, c'est une pandémie, effectivement. Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie? C'est que une pandémie est une épidémie qui se répand sur l'ensemble de la planète. Et effectivement, aujourd'hui, la maladie liée au coronavirus s'est répandue sur quasiment l'ensemble de la planète. Elle touche l'Eurasie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, autant dire quasiment l'ensemble de l'humanité. La maladie liée au coronavirus a des conséquences à la fois multiples et variées. Multiples parce que les conséquences sont bien entendu politiques, mais elles sont aussi économiques et sociales. Sur le plan politique, ce que j'observe, c'est qu'il y a une reprise en main de l'ordre social dans un certain nombre de pays. En Chine, reprise en main de l'ordre social, parce qu'en Chine, au Venezuela, ces pays qui, ces derniers mois, ont vécu des soulèvements populaires. En Hong Kong, par exemple, au Venezuela, nous assistons depuis un certain temps à une lutte pour le pouvoir central entre le régime de Maduro et son opposant principal qui est Guaido. Et donc tout cela donne lieu à des manifestations. Or, avec le coronavirus aujourd'hui, la reprise en main se traduit par la cessation justement de ces mouvements. Donc, il y a la première conséquence politique, c'est à l'intérieur du pays. Et même dans des démocraties, je dirais, affirmées, en Europe, je pense notamment à la France, où ces derniers temps, à la suite des Gilets jaunes, et je dirais, mouvement de contestation liés à la réforme, voilà. Il y a des manifestations qui ont été annulées tout récemment. Oui, mais qui ont été annulées et je dirais même qui se sont annulées d'elles-mêmes aussi, puisque en réalité, les gouvernements se servent justement de cette pandémie pour pouvoir, comment dirais-je, remettre de l'ordre finalement sur le plan. Donc la première conséquence politique, c'est au niveau interne des États. L'autre conséquence politique, c'est dans les rapports, finalement les rapports internationaux, puisqu'il y a un retour des frontières. La mondialisation néolibérale qui a été construite sur un mythe, le mythe de la disparition des frontières. Il a dit, bon voilà, c'est la mondialisation, il faut ouvrir les frontières, etc. Le village planétaire. Le village planétaire, il n'y a plus de frontières. On peut aller où on veut, quand voilà. on veut. Quoique là-dessus aussi, bon, il y a beaucoup de choses à dire, puisque la mondialisation a facilité la circulation des idées et des marchandises, mais pas toujours raison. On voit bien tout ce qui se passe au niveau de la Méditerranée. Mais dans tous les cas, il y avait un mythe autour de cette mondialisation-là, le mythe de la disparition des frontières. Or, on voit bien qu'avec le coronavirus, eh bien, les États ont décidé à nouveau d'ériger des frontières pour des raisons de santé publique, parce que la maladie au coronavirus constitue un véritable danger pour l'humanité. Évidemment, tout ça, le retour des frontières crée des tensions entre les États. On a vu par exemple que Donald Trump, qui, avant même l'apparition de la maladie au coronavirus, avait déjà décidé d'ériger un mur le long de la frontière avec le Mexique, se sert de ce prétexte-là pour interdire finalement les déplacements entre l'Europe et
et les États-Unis d'Amérique. Nous avons la cartographie qui nous montre les différents pays qui sont interdits de se déplacer aux États-Unis. Voilà, et donc c'est une conséquence politique majeure et les Européens contestent cela parce qu'ils estiment que c'est une décision unilatérale au regard des liens qui existent, liens historiques, liens politiques, liens économiques avec les États-Unis. C'est une décision qu'ils qualifient d'unilatérale et qui heurte finalement leur sensibilité. Mais professeur, est-ce que ce n'est pas parce que Donald Trump interdit les autres Européens, mais décide à ce que ceux de l'Angleterre, précisément, puissent rentrer aux États-Unis sans problème? Oui, c'est ça qui est... C'est vrai qu'il y a une histoire entre les deux États. C'est tout à fait étonnant, effectivement, on fait bien de le relever. Ça veut dire qu'au fond, peut-être que derrière tout ça, et comme je l'ai dit au départ, c'est-à-dire que la maladie liée au coronavirus sert aussi de prétexte politique. Tout à l'heure, je disais que c'était l'occasion pour un certain nombre de gouvernements, de régimes, de reprendre en main l'ordre social. Et peut-être que derrière cette décision, il faut voir la volonté de Donald Trump de régler un certain nombre de régler des comptes au gouvernement européen, parce que c'est une décision effectivement que l'on ne comprend pas. Interdire l'accès au territoire américain aux populations d'Europe continentale et accepter que les Britanniques, qui certes sont sur une île, mais ont des échanges aussi avec la partie continentale, accèdent au territoire américain, c'est une décision qui, a priori, peut effectivement ne pas se comprendre. Monsieur Akono, la question s'adresse à vous deux. Avec tout ce que le professeur vient de nous donner comme explication, et vu le tableau que la régie est en train de nous diffuser, est-ce que l'on peut dire que l'on vire là vers une crise politique suite à la présence du coronavirus? Bon, comme le professeur le disait tout à l'heure ici, nous assistons à un retour des frontières. Or, déjà l'Europe dans sa construction prône la libre circulation, mais une fois la menace est arrivée, il y a eu des restrictions déjà de déplacement entre les pays de l'Union européenne. Et certains pays également d'Europe centrale ont systématiquement fermé leurs frontières. C'est le cas de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque et de la Slovaquie qui ont tout simplement fermé leurs frontières. Et lorsqu'on ferme déjà sa frontière, on est en quelque sorte dans une crise. Okay? Donc on a la gestion de l'épidémie, et la gestion de l'épidémie contraint les États à prendre des décisions politiques qui peuvent avoir de lourdes conséquences à l'avenir. Et également aujourd'hui, le Maroc a été obligé aussi de se concerter avec le Premier ministre espagnol et le roi d'Espagne pour voir dans quelle mesure établir des contrôles avec les enclaves de Ceuta et Melilla, et également des vols directs en provenance d'Espagne et des vols également en provenance d'Europe. Donc on est en quelque sorte dans des ajustements politiques entre les États pour faire face à la crise du coronavirus. Peut-être que ce n'est pas une crise aiguë, mais il y a quand même déjà une situation de méfiance qui est là entre les États. Professeur, quelle peut être la situation de la Chine et le reste du monde? D'abord, avant de répondre précisément à cette question, je voudrais être complet sur la réponse que j'ai donnée au départ, parce que j'ai parlé de mythe de la disparition des frontières, c'est-à-dire que les turiféraires de la mondialisation néolibérale ont fait croire que les frontières avaient disparu, puisque désormais, le maître mot, c'est le commerce, il faut échanger, il faut ouvrir les frontières, etc. Même si on a vu que, par ailleurs, on a ouvert les frontières aux marchandises, aux idées, mais pas aux hommes. Donc, en réalité, les frontières n'ont jamais disparu. Elles se sont, pour ainsi dire, effacées. Et le retour des frontières ne devrait pas, à mon avis, étonner, parce que lorsque les frontières s'effacent, elles peuvent toujours réapparaître lorsque une nation se sent en danger. Et aujourd'hui, la maladie au coronavirus constitue un véritable danger de santé publique. Et donc, en toute souveraineté, les États disent: eh bien, nous rétablissons nos frontières parce qu'il faut protéger justement nos populations. Même si derrière, comme je l'ai dit au départ, il y a cette maladie-là sert de prétexte à un certain nombre de gouvernements pour reprendre en main effectivement l'ordre social dans leurs pays respectifs. Alors, en ce qui concerne la Chine, justement,
On a dit la Chine, c'est le foyer originel de la pandémie, parce que c'est désormais une pandémie. La Chine a été touchée, mais la Chine a pris des mesures draconiennes dès le départ. Moi, je me souviens des premiers commentaires qui ont fusé en Occident, faisant état des méthodes dictatoriales prises par la Chine. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, on se rend compte que finalement, les dirigeants chinois n'avaient pas si tort que ça. Hein, prendre des mesures draconiennes dès le départ, des mesures de confinement, et le résultat est là. Alors, ceux qui ont fait preuve de laxisme, notamment les gouvernements européens, faisant valoir les principes démocratiques, etc., aujourd'hui sont rattrapés. On voit bien qu'un pays comme l'Italie, qui est, d'après les chiffres qui sont en notre possession, est le pays le plus touché en Europe, effectivement. En Europe, eh bien, paye là quelque part un peu son laxisme. Parce que si les Européens, en l'occurrence les Italiens, avaient dès le départ emboîté le pas aux Chinois, peut-être que nous n'en serions pas là. Et d'ailleurs, je dois dire que la plupart des cas que nous observons en Afrique, qui jusqu'à présent, peut-être qu'on en reparlera, paraît plus ou moins préservé, et les cas que l'on a notés en Afrique, ils sont venus d'Europe et particulièrement d'Italie. La courbe nous démontre. Est-ce que la régie peut revenir sur ce tableau-là? Parce que la courbe nous démontre ici que la Chine a connu un point de croisière et là, maintenant, la pandémie est en train de descendre. Hier, ce matin, nous étions à 11 contaminations, pour toute la Chine, contrairement à l'Europe. Mais maintenant, là aussi, vous savez, c'est une guerre, hein, c'est une guerre contre le coronavirus. Et quand on parle de guerre, la guerre, c'est une activité, je dirais, multidimensionnelle. Et il y a les chiffres qu'on peut nous donner, mais il faut aussi faire attention parce qu'il y a derrière aussi, il y a une guerre de communication, il y a une guerre, je dirais, communicationnelle, si je puis dire. Hein, est-ce qu'on est sûr aussi qu'en ce qui concerne la Chine, ce sont effectivement les bons chiffres, etc. Bon, moi, j'ai pas la preuve, mais comme on est dans une guerre multidimensionnelle avec les communications, il faut faire extrêmement attention. On nous dit c'est 11 contaminations. C'est le gouvernement chinois qui nous les donne. Rien ne prouve que c'est pas plus. Voilà. Mais bon, on se fie effectivement à ce qu'on nous dit. Mais si effectivement la tendance est à la baisse, c'est sans doute parce que, c'est l'hypothèse que j'émettais au début, c'est sans doute parce que la Chine très tôt a pris des mesures draconiennes qui ont été d'ailleurs décriées aujourd'hui en Europe, qui ont été décriées en Europe. En Europe, effectivement. Voilà, et qui montrent qu'au fond, finalement, si tout le monde avait pris justement ces mesures dès le départ, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui en Europe. Monsieur Akono, nous constatons que l'Afrique aujourd'hui, notre continent, notre pays est affecté. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que l'activité touristique est vraiment dans son état embryonnaire? Bon, c'est comme le disait le professeur tout à l'heure, les premiers cas que nous avions enregistrés, ce sont des individus qui nous revenaient d'Europe. Et lorsque les Européens arrivent, c'est pour des raisons touristiques ou bien pour des raisons de travail. Donc ici, les échanges entre l'Afrique et le reste du monde sont encore, comme vous l'avez dit ici, assez embryonnaires. Donc c'est différent entre les flux qui existent entre la Chine et l'Europe. Donc ici, vous allez également voir que ce sont les pays qui échangent le plus, les pays africains qui échangent le plus avec l'Europe, qui ont enregistré également les tout premiers cas. Vous avez le cas du Maroc, vous avez le cas de l'Égypte, du Sénégal. Donc et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est en tête. Aujourd'hui également. Donc ce sont des pays qui ont certaines affinités avec l'Europe. Mais également aussi le tourisme, surtout en Afrique subsaharienne. Parce que lorsque vous allez regarder, la plupart de ces cas sont des cas d'Afrique du Nord. Mais lorsqu'on descend en Afrique subsaharienne, c'est 2 cas, c'est 1 cas ici et là, c'est un peu disséminé, à l'exception aussi de l'Afrique du Sud, qui a également des rapports historiques avec l'Europe. Professeur, que doit faire l'Afrique pour trouver une stabilité économique suite à cette propagande?
Bon, alors tout à l'heure j'ai développé sur les aspects politiques. Effectivement. Sur les aspects politiques, la reprise en main à l'intérieur des États, le retour des frontières qui contribue à quelque part à créer des tensions entre les États, et on le voit bien entre les États de l'Union européenne et les États-Unis. Il y a des conséquences économiques, évidemment. La Chine, ce n'est pas n'importe quel pays sur la planète, c'est l'atelier du monde. C'est la première puissance commerciale au monde. Donc, comme on dit généralement, lorsque la Chine tousse, et pour le coup, sans jeu de mots, c'est le reste du monde qui éternue. Hein, prendre ces deux symptômes justement du coronavirus. Effectivement. Oui, donc effectivement, cette maladie qui s'est déclenchée en Chine et qui a provoqué le ralentissement de l'activité économique dans ce pays, dans ce vaste pays, va avoir une incidence sur l'économie mondiale et particulièrement l'économie des pays africains, notamment ceux qui dépendent de la Chine parce qu'ils vendent à la Chine justement la ressource stratégique que constitue le pétrole. Donc les premiers touchés vont être les pays producteurs de pétrole, puisque une bonne partie du pétrole africain est destinée à la Chine. Or, le ralentissement économique, de l'activité économique liée aux mesures draconiennes prises par le gouvernement chinois va forcément avoir un impact, notamment sur les budgets. Parce que malheureusement dans nos pays, ça fait pas mal d'années, de décennies même je dirais, que l'on parle de diversification de l'économie. Mais dans la plupart des pays producteurs de pétrole, cette diversification de l'économie apparaît comme une arlésienne. Et ces pays-là dépendent toujours justement du pétrole. Et donc le fait que la Chine ait ralenti son activité économique va forcément avoir un impact sur nos économies. La suite, quelle sera-t-elle? Je ne saurais vous dire. Ce d'autant plus que parallèlement à la baisse de l'activité économique en Chine, qui fait que la Chine est moins demandeuse de pétrole, il y a cette guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas pu s'entendre justement sur le prix du baril. Donc tout ça tire le prix du baril du pétrole vers le bas, et donc les conséquences sont encore plus grandes justement pour les pays producteurs de pétrole, les pays producteurs africains. Monsieur Akono, revenons un peu sur notre État qui est le Gabon. Le gouvernement, par l'entremise du porte-parole, le ministre de la Communication, est venu donner des mesures préventives, encore appelées la riposte, le plan riposte. Mais nous constatons tel qu'il faut se laver les mains à chaque fois, il faut aller acheter les gants et les trucs en pharmacie. Mais nous constatons que bon nombre de quartiers Libreville n'ont pas de l'eau. Et toutes les mesures prises que nous devons nous rapprocher des pharmacies. Beaucoup des produits sont terminés. Qu'est-ce que nous devrions faire maintenant en ce moment? Et puis, en fait, cette question nous amène également à compléter la réponse du professeur. C'est-à-dire qu'il y a un constat qui a été fait la semaine dernière par des grandes firmes pharmaceutiques, c'est-à-dire que la Chine est également le fournisseur des principes actifs de certains médicaments. Donc, la Chine étant en ralentissement, l'Europe se retrouve en rupture de stock. Donc, Atelier du Monde qui fournit également ces mêmes masques aux pays européens et par ricochet également aux pays africains. Du coup, nous sommes confrontés à cette rupture de stock. Donc, tant sur les produits prophylaxiques, masques, gants, même les gels, okay, nous avons également les principes actifs qui permettent de fabriquer certains médicaments. Maintenant, peut-être que l'épidémie peut nous amener à prendre conscience de nos limites en matière de santé publique aujourd'hui et en matière de santé publique, d'assainissement et d'infrastructures. Parce qu'on va demander à une personne qui vit dans Kolongoum de se laver les mains chaque jour. Déjà, si on n'a déjà pas assez d'eau pour boire, étancher sa soif, ce n'est pas de l'eau qu'on aura pour se laver les mains qu'on trouvera. Donc peut-être que cette épidémie nous mettra face à notre triste réalité. Et au sortir de là, on verra dans quelle mesure les autorités pourront maintenant traiter certains problèmes pour qu'on ne se retrouve plus dans la situation actuelle. Et puis sur le plan sociologique aussi, il faut le comprendre,
Nous sommes un peuple africain où on s'embrasse, on se donne des accolades. Imaginez, vous allez à une réunion de famille, vous ne pouvez plus embrasser la grand-mère, vous ne pouvez plus serrer la main à quelqu'un. Ça fait bizarre. Donc, à un moment donné, il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut également amener certaines infrastructures vers les populations, même des citernes de l'armée pour livrer de l'eau dans les zones où il n'y en a pas, peut permettre à certaines populations de faire face à la pandémie. Donc aujourd'hui, on espère que ces mesures seront suivies par les populations, mais avec tout ce que nous sommes en train d'énumérer comme manquement, on aura vraiment du mal à y faire face. Professeur, je me tourne un peu vers vous, vous qui êtes enseignant au supérieur, précisément à notre chère université que nous aimons tous. Aujourd'hui, nous constatons que malgré le fait que l'État gabonais ait pris des décisions ou des mesures à informer toute la population sur cette pandémie, mais beaucoup de Gabonais manifestent leur comportement par des railleries. Ils ne prennent pas en compte tout ce que l'État est en train de nous dire. À quoi est dû ce comportement? Là, vous évoquez l'autre pan des conséquences. On a évoqué les conséquences politiques, les conséquences économiques. Il y a aussi des conséquences sociales. Et comme le disait Abdallah, cette crise liée à la maladie du coronavirus a un impact sur le plan social. D'abord, nos pratiques sociales. Hein, on aime bien se serrer la main, s'embrasser, en fait, de faire des accolades, etc. Il va falloir changer justement nos habitudes. Mais comme on dit, les habitudes ont la vie dure. Ça va être extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle le discours de l'État doit être ferme, doit être constant. Hein, il faut insister pour que les gens prennent conscience. L'autre aspect que je voudrais relever, et qui apparaît et qui transparaît dans votre question, c'est un peu les Africains, enfin que nous sommes particulièrement les Gabonais. Je ne voudrais pas juger les Africains de manière générale, mais on voit bien, nous Gabonais, il y a une forme d'incrédulité. Hein, on tourne cette affaire-là je dirais en dérision. Ce matin, par exemple, j'étais dans un service public que je ne nommerai pas par discrétion. Et nous sommes retrouvés là avec la dame qui nous recevait et un monsieur qui arrivait après moi pour solliciter le même service que moi. Et puis on en est venu évidemment à parler du coronavirus, puisque c'est le sujet d'actualité. Et ce monsieur, qui n'est pas le seul d'ailleurs, depuis que nous faisons face à cette pandémie, on me disait, oui, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que c'est réel? De toutes les façons, c'est un virus qui est censé ne pas résister à la chaleur et tout ça. Bon, il y a une forme de crédulité. Alors d'autres vont plus loin encore. Il y a une forme de complotisme, c'est-à-dire il y a la théorie du complot. On dit, oui, voilà, c'est une arme qui a été lâchée, etc. Bon, sans véritablement démontrer quoi que ce soit. Donc ça aussi, il y a du boulot à faire. Et pour être beaucoup plus concret encore en ce qui nous concerne, oui, effectivement, il y a des quartiers où le réseau d'adduction d'eau est très limité, pour ne pas dire plus. Comment faire pour que les gens se lavent régulièrement ou constamment les mains si effectivement les robinets ne contiennent pas la moindre goutte? C'est un véritable problème. Donc il y a un travail d'éducation populaire à faire pour que les gens qui traditionnellement sont incrédules puissent comprendre la nécessité de prendre des mesures qui s'imposent pour éviter la catastrophe. Pour ce travail-là, doit-il être réalisé par qui? Vous, les pédagogues, j'attends par pédagogues, tous ceux qui sont depuis le pré-primaire jusqu'au supérieur, ou bien c'est à l'État que revient cette lourde charge? D'abord, la responsabilité première incombe à l'État, c'est évident. C'est l'État qui doit, dans le cadre justement de l'éducation populaire, parce que c'est l'État qui a les moyens, enfin du moins les plus de moyens pour communiquer avec les populations. C'est l'État qui a les moyens de contraindre aussi. Hein. On a bien vu là en Chine par exemple, les gens sont confinés, mais ils sont confinés non pas du fait de leur volonté d'une adhésion populaire à une décision, enfin une adhésion à une décision. C'est que l'État prend une décision. Mais pour que l'État ne soit pas ridicule, il faut avoir les moyens de contraindre justement les populations à accepter cela. Donc,
Voilà, donc le premier rôle, c'est l'État. Maintenant, après, il y a une éducation à faire. L'État doit s'appuyer notamment sur les responsables des congrégations religieuses. Hein, on a entendu par exemple au niveau du Sénégal tout le débat qu'il y a sur la nécessité ou non d'interdire des grands rassemblements, notamment dans les mosquées, etc. Nous, on peut faire la même chose. Et j'ai vu que le gouvernement avait pris langue avec les chefs des congrégations religieuses chez nous qui peuvent servir justement de relais. Donc l'État prend les décisions, c'est l'État qui assure justement la sécurité collective. C'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a le devoir et les moyens. Mais en même temps aussi, par stratégie, l'État doit pouvoir s'appuyer sur, je dirais, les leaders d'opinion, ceux qui exercent une autorité morale justement sur les populations, c'est-à-dire les chefs des congrégations religieuses. Et puis il y a une discipline individuelle. Hein, il faut se laver les mains. Ça, on n'a pas besoin que l'État soit derrière avec un bâton. On n'a pas besoin que l'imam ou le pasteur soit là pour dire. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités qui va de l'État aux citoyens lambda, en passant justement par les pédagogues, les leaders d'opinion, etc., les chefs de congrégations religieuses. Monsieur Akono, le professeur vient de nous rappeler que effectivement le Premier ministre a rencontré les leaders religieux, mais nous constatons qu'aucun leader religieux n'a pu transmettre toutes ces mesures-là, et précisément l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes auprès des congrégations. Aujourd'hui, nous avons vu une note qui demande aux gens, par contre, de se réunir pour faire plus de prières. Est-ce que là, ce n'est pas encore affreindre à la loi ou à la décision gouvernementale? Bon, le professeur... Quand nous savons qu'au Maroc et pratiquement au Sénégal, ils ont complètement interdit, même en France, tous ces rassemblements-là, toute activité religieuse. Le professeur a évoqué en fait le scepticisme qui habite aujourd'hui la population locale. Dans son ensemble, qu'elle soit gabonaise ou étrangère, on est habité d'un certain scepticisme et on fait parfois plus confiance aux préjugés ou aux fausses informations. C'est comme ce matin, quelqu'un me disait, l'un des symptômes du corona, on va aboyer comme un fou, comme un chien, et si on n'aboie pas, c'est qu'on est encore en bonne santé. Donc voici un peu les idées qui circulent ici et là. Mais il faut quand même voir un petit laxisme de la part de ces leaders religieux qui doivent normalement servir de relais. C'est comme à l'arrivée à la mosquée, je me suis rendu compte qu'on avait plus de 50 personnes dans la mosquée, mais je me suis dit, on est en train d'enfreindre à une loi que la République a mis en place pour faire face à une urgence d'utilité publique. Bon, qu'est-ce que nos autorités islamiques ont prévu au moment où même l'Arabie Saoudite, qui est en chef de file du clergé musulman à l'échelle mondiale, a pris la décision de suspendre les 2 pèlerinages? Donc, la Umrah, pour l'instant, est suspendue. Les pèlerins ne peuvent pas y aller. Mais pourquoi nous, au Gabon... J'ai même vu la prière du vendredi, il n'y a pas assez de monde. Hein? Pourquoi nous, au Gabon, à cause du coronavirus, on ne va pas trouver certaines mesures pour restreindre ou bien réduire le nombre de fidèles lors de la célébration de la prière, sachant que le nombre... par exemple, la prière du vendredi, sur le plan islamique, si on a une communauté de 40 personnes, d'un peu plus de 40 personnes, on peut déjà célébrer la prière du vendredi. Donc, est-ce que la communauté ne devrait pas s'organiser de telle sorte à demander aux personnes de se réunir en petite communauté de 50 personnes? On rentre dans la norme islamique pour la célébration de la prière du vendredi pour limiter les contacts. Est-ce qu'on ne devrait pas également sensibiliser dans le sens où on demanderait aux personnes qui présentent déjà certains symptômes tels que la toux, la grippe, de ne pas se mélanger aux autres? Donc ici, l'islam également l'a souvent recommandé. Déjà, les expressions telles que quarantaine, ce sont des mesures qui avaient été déjà prises à l'époque du prophète, que la paix bénisse sur lui, et à l'époque de ses compagnons pour faire face à certaines épidémies telles que la peste et la lèpre. Donc aujourd'hui, on a dans la législature islamique toutes les conditions et nous sommes aussi obligés. Le bon musulman, c'est celui qui se conforme à la réglementation du pays qui l'accueille. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette réglementation, on vous recommande de quitter le pays. Mais lorsque vous acceptez de vivre dans ce pays, nous sommes dans l'obligation ici de respecter la loi du pays. Donc, il va falloir maintenant, j'en ai parlé à un aîné du Conseil supérieur des affaires islamiques en arrivant ici,
ils me disaient qu'ils allaient à une réunion et d'ici là, ils verront dans quelle mesure essayer de communiquer avec la communauté musulmane du Gabon pour essayer d'accompagner également le gouvernement. Mais les efforts de ce côté-là, du côté des religieux, restent encore importants. Ben, il faut déjà rappeler, professeur, que nous avons ici, c'est l'union du jeudi, qui nous dit qu'il y a 21 600 passagers flashés du côté de l'aéroport de Libreville et 206 flashés au port d'Ovendo. Alors, il y a eu 30 cas suspects qui ont été pris en charge. Et aujourd'hui, s'ajoute ce premier cas de la présence du virus, du coronavirus sur nos territoires. Ben, est-ce qu'avec tout ce que nous savons là, tout ce que nous avons déjà sur nos mains et sous nos yeux, nous ne devons pas vraiment prendre conscience? Bah, écoutez, mais c'est la moindre des choses, hein, prendre conscience. D'autant plus que si j'ai bien écouté les autorités qui se sont exprimées justement à propos de ce premier cas officiellement déclaré, ce premier cas-là a été flashé négatif. Effectivement. Et donc, le dimanche, quand il est arrivé. Voilà, on parle, il serait arrivé le 8. Et c'est 4 ou 5 jours finalement qu'il a déclaré la maladie. Enfin, qu'officiellement, on a détecté la maladie sur lui. Parce qu'il a appelé même. Il a appelé. Lorsqu'il a appelé, donc. Je me sentais pas bien. Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous pouvez être contagieux sans manifester justement les symptômes de la maladie. C'est-à-dire qu'en période d'incubation, vous pouvez déjà contaminer ceux qui sont, voilà, votre entourage, ceux qui sont en contact permanent de votre personne. Donc, oui, il est plus qu'urgent de prendre à la fois les mesures et conscience. Les mesures, c'est l'État. Je ne pense pas que... Oui, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on peut compter sur les chefs des congrégations religieuses, mais force doit rester à la loi. C'est une question de sécurité publique. Parce que si d'aventure il y avait plus de malades que celui qu'on a déclaré officiellement, mais la responsabilité de soigner ces potentiels malades, ce serait l'État. Ce ne sont pas les chefs de congrégations religieuses. Donc c'est à l'État de contraindre justement la population et d'interdire, comme il a déjà fait en ce qui concerne par exemple les boîtes de nuit, les bars et tout ce que l'on veut, tous les lieux de rassemblement. Et donc les établissements, la fermeture des établissements, voilà, du pré-primaire jusqu'au supérieur. Donc il n'y a pas de raison que l'État puisse laisser se dérouler des rencontres de plusieurs personnes dans le cadre justement des pratiques religieuses. Je rappelle quand même qu'au Gabon, il y a un ministère des cultes, c'est le ministère de l'Intérieur, voilà, qui dispose justement de toute la force pour pouvoir contraindre qui que ce soit à se soumettre justement aux mesures prises par l'État, voilà, dans le cadre justement de cette lutte contre la maladie liée au coronavirus. La question s'adresse à vous deux. Est-ce que la présence de cette pandémie-là n'est pas une façon ou une décision naturelle de contraindre, de ne plus continuer dans la libre circulation? La circulation des biens et des personnes, surtout des personnes. Bon, non, puisque nous avons déjà vu les frontières. Oui, mais non, ce n'est pas possible de rendre étanches les frontières. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, si vous prenez un pays comme le Gabon, nous n'avons pas intérêt à ce que les frontières soient hermétiquement fermées, pour une raison simple. Nous dépendons dans tout ce que nous consommons de l'étranger. Alors imaginons que les frontières soient fermées à la fois aux hommes et aux marchandises. Mais nous ne tiendrons pas une semaine. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement mettre les moyens de contrôle aux frontières. Contrôler ne veut pas dire interdire. Hein. Contrôler ne veut pas dire interdire. Il faut mettre les moyens de contrôle aux frontières, à l'intérieur des territoires. Voilà. Mais imaginez que l'on ne puisse plus recevoir des biens, des marchandises de l'extérieur, c'est se faire harakiri. Ce qui est valable pour le Gabon, voilà, l'est pour tous les autres pays aussi. Voilà. Même les États-Unis aujourd'hui, je suis sûr que Trump va se raviser
Hein, parce que déjà, comme on a tous pu le suivre, il y a une fronde justement voilà, qui les suit. Qui les suit à la suite justement de la décision unilatérale qu'il a prise de fermer le territoire américain aux citoyens européens. Alors donc si les États-Unis se retrouvent déjà dans cette situation, imaginez nous autres Africains, et particulièrement nous autres Gabonais, non, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut plutôt une conjonction des mesures. Hein. Il faut que nous coordonnions nos mesures. Hein, éviter des mesures qui soient unilatérales. Voilà. Donc il faut une conjonction des efforts pour pouvoir vaincre justement cette pandémie-là. Ce n'est pas de manière individuelle, surtout pour nos pays africains dont les moyens, on le voit bien, sont totalement dérisoires. Il ne faut pas se leurrer. Nous ne vaincrons pas cette pandémie-là tout seul ou de manière individuelle. Ce n'est pas possible. Monsieur Akono, vu tout ce que le professeur vient de nous dire, la question est de savoir, est-ce que cette pandémie-là risque de remettre en cause les rapports entre États, avec tout ce que nous avons vu entre les États-Unis et l'Europe continentale? Bon, le professeur le disait que déjà ce sont certaines décisions unilatérales qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Et ce sont des décisions, en fait, c'est parfois des opportunités. Peut-être que Trump avait déjà cette idée. Il lui manquait seulement le mobile. Il tient aujourd'hui un mobile qui lui permet, au nom de la sécurité publique, au nom de la santé publique, d'interrompre les rapports diplomatiques. Mais de fermer les frontières, pas d'interrompre les rapports diplomatiques. Mais depuis plus d'1 an aujourd'hui, il y a d'abord une guerre économique entre l'Europe, entre l'Europe, la Chine, les États-Unis. Donc ici, Trump veut revenir en quelque sorte dans une politique isolationniste. L'isolationnisme qui a été l'une des caractéristiques premières des États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, Trump se dit peut-être que si les États-Unis étaient plus ou moins en autarcie, le pays s'en sortirait mieux. Mais lorsque le pays s'est ouvert au monde, on a vu, le pays a été dominé et est aujourd'hui dominé en quelque sorte et sur le plan économique par la Chine. Il va falloir à un moment donné trouver des voies et moyens pour réguler le commerce international, réguler les échanges, les rapports diplomatiques, de sorte à permettre aux États-Unis peut-être de récupérer leur première place en tant que leader mondial. Mais en ce qui rapporte, nous sommes dans un monde où on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Donc l'épidémie passera. Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu 16 épisodes d'épidémie. On a eu la peste, il y a eu le sida. Aujourd'hui, on a vu Ebola aussi. On a eu Ebola, mais après Ebola en Afrique de l'Ouest, les États sont revenus à des meilleurs rapports. Donc, cela passera. Nous allons... Oui, ce que je voulais dire à la suite de ce que vient de dire à juste titre Abdallah, c'est que, comme disait Lénine, la guerre est un accélérateur de l'histoire. On pourrait le paraphraser en disant que cette pandémie de coronavirus sera sans doute un accélérateur aussi de l'histoire, dans le sens où vous avez parlé d'Ebola. On peut s'arrêter juste quelques secondes là-dessus. Pendant longtemps, on a cru que l'Ebola était une maladie africaine, parce qu'elle sévissait principalement dans quelques pays d'Afrique centrale et d'Afrique orientale. C'est le Gabon, les deux Congos, le Sud-Soudan, l'Ouganda, donc ça tournait autour de ça. Donc ce n'était rarement allé dans les grandes villes même. Donc voilà, donc c'est resté assez confiné. Et on a pensé pendant longtemps que Ebola, bon, c'est une maladie africaine. Et donc, vous savez, tous les dessous qu'il y a en matière de recherche, etc., les grandes firmes pharmaceutiques ne se lancent pas dans des recherches, dans la recherche, parce que d'abord elles sont à la recherche du profit, et donc elles se lancent rarement dans les recherches qui à faible, comment dirais-je, retour d'investissement. Donc c'est une maladie africaine qui est localisée. Bon voilà, on a peut-être trouvé l'antidote, mais on va pas le pousser très loin parce que ça va nous coûter de l'argent inutilement. Les choses ont changé lorsque Ebola est apparu en Afrique de l'Ouest. Lorsque Ebola est apparu en Afrique de l'Ouest, dans les milieux urbains, Ebola a montré sa capacité à voyager. Il y a eu des cas aux États-Unis, il y a eu des cas en Europe, il y a eu des cas en Asie. Effectivement. C'est ce qui a amené finalement ces grandes firmes pharmaceutiques à se dire, il y a une mondialisation d'Ebola, poussons la recherche un peu plus loin, au point qu'on a trouvé un vaccin. On a trouvé un vaccin qui a été expérimenté, jouant en RDC et en Guinée-Conakry. Et là, avec le coronavirus,
les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire que, comme ce sont les États industrialisés, la Chine, qui est un État industrialisé, les États-Unis, l'Europe occidentale, qui sont les premiers touchés, l'histoire va s'accélérer dans le sens où, finalement, on va avoir un vaccin très tôt. Et finalement, Dieu merci, puisque nous, les Africains, malheureusement, dans ce système monde, nous en sommes réduits à prier Dieu. Nous en sommes réduits à cela. Eh bien, l'histoire va s'accélérer. C'est que le vaccin va être trouvé. Et nous, on sera là simplement pour, malheureusement, comme d'habitude, pour profiter. Donc voilà ce qui, en tant qu'Africain, ce qui me semble positif, l'une des leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il y a une accélération de l'histoire dans la recherche. Eh bien, les firmes pharmaceutiques, pour une fois, vont être obligées de nous sortir le vaccin dans un temps relativement court. Oui, et puis, quelque part, les épidémies sont également des régulateurs de la population mondiale. Parce qu'ici, nous avons des ressources très limitées. Donc ici, lorsqu'on a des phases d'épidémie, ça permet un temps soit peu, même si c'est un peu ironique, de réguler plus ou moins cette population mondiale, de sorte qu'elle n'augmente pas brutalement. Et avec cette épidémie-là, on va également atteindre un pic de cette régulation. Le sida a fait sa part et les premiers antirétroviraux sont venus réduire le taux de mortalité lié au sida. On a également le paludisme qui continue également de tuer. Et aujourd'hui, on a un coronavirus. En fait, c'est quelque part aussi des régulateurs. Parce que s'il n'y a pas ces régulateurs-là de la population mondiale, on risque d'avoir une explosion démographique et les ressources ne pourront plus suffire. N'empêche que, comme l'a dit le professeur, ce sera également un moyen pour que les grandes puissances prennent conscience que les menaces qui touchent les pays du tiers-monde peuvent également toucher les pays développés. Donc, il faut maintenant, lorsqu'il y a une menace à un endroit, que toute la communauté scientifique et toutes les firmes pharmaceutiques se mettent à travailler pour rapidement trouver une solution. Professeur, c'est vrai que vous avez esquissé quelques éléments de réponse. À propos de notre pays, le Gabon, suite à la fermeture de certaines frontières terrestres, est-ce que la question qui vient, moi j'aimerais bien que vous puissiez encore approfondir votre réflexion, essayer d'éclairer l'opinion sur le fait que nous fermons certaines frontières. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que le Gabon va s'interdire d'échanger avec les pays de la CEMAC et les autres? Non. De ça? Non, enfin, si j'ai bien compris, non, il n'y a pas fermeture des frontières, il y a davantage de contrôle. Les frontières ne peuvent pas être fermées, il ne faut pas... le commun, excusez-moi, professeur, pour le commun de mortels gabonais, c'est que suite à ce premier cas, nous lisons un peu sur les réseaux sociaux, nous devions être hermétiquement fermés. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas fermer les frontières parce que, d'abord, par principe, même dans les pays que l'on considère comme des pays fermés, prenons la Corée du Nord, de temps en temps, il y a des gens qui désertent, qui partent de la Corée du Nord et qui se retrouvent en Corée du Sud ou en Chine et tout ça, qui fuient le régime, voilà. Mais il est arrivé aussi dans l'histoire que, ça on ne le dit pas toujours, beaucoup de personnes l'ignorent peut-être, il est arrivé pendant la guerre de Corée que des Américains désertent et se retrouvent en Corée du Nord. C'est rare pour être souligné. Donc, même à Cuba, qui était considéré il n'y a pas très longtemps encore comme un pays relativement fermé, eh bien les gens arrivaient à partir, à s'enfuir. Et aujourd'hui, en dépit de l'existence de ce mur, cet obstacle, mur, fleuve difficilement traversable, si je puis dire, à la nage, qui sépare les États-Unis, en dépit de ces obstacles-là, les gens réussissent. Donc, par principe, il n'y a pas de frontières hermétiquement fermées. Voilà. Donc, du coup, en ce qui concerne, pour revenir aux frontières gabonaises, bon, la décision qui a été prise, ce n'est pas de fermer les frontières. D'ailleurs, comment pourrions-nous fermer ces frontières-là, sachant que, par exemple, en ce qui concerne une partie de ce que nous consommons comme vivre, vient du Cameroun. Nous ne pourrions pas prendre cette décision-là. Ce n'est pas possible, ce serait nous faire harakiri. Ce qui a été pris comme décision, c'est un meilleur contrôle, non pas des marchandises, forcément, même si les marchandises aussi peuvent transporter les maladies, mais un meilleur contrôle, justement, des personnes qui arrivent. Mais toute la question de savoir, par contre, si nous avons les moyens de détecter en temps réel, si je puis dire, tout ce qui serait porteur de ces maladies et qui franchissent nos frontières. C'est ça toute la question, puisque on a bien vu que ce compatriote qui est revenu de France,
a pu être flashé À l'aéroport. voilà, comme étant négatif. Pour qu'on se rende compte 3 ou 4 jours plus tard qu'il était effectivement porteur de la maladie. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut beaucoup plus de vigilance aux frontières parce qu'effectivement ce sont les portes d'entrée et de sortie. Il faut, mais fermeture de frontières, non, c'est un mythe, on ne pourra pas fermer les frontières. D'abord, on n'a pas la capacité de le faire puisque, oui, on pourrait empêcher les gens de passer le long des couloirs qui sont bien connus. Pour la frontière nord, c'est Eboro, c'est Kiossi par exemple. Mais dans la forêt, du côté de Mimvoul, du côté de Mekambo, du côté de Lekoni, du côté de Bumbango, du côté de Malinga, de Ndende, vous êtes sûr, Molengi Binza, vous êtes sûr que... Non, mais les gens vont passer. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est pourquoi je disais que la fermeture des frontières, la disparition des frontières, comme la fermeture des frontières, c'est un mythe, parce que les frontières ne sont jamais hermétiquement fermées. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Monsieur Abdallah Akono, votre mot de la fin. Bon, ici, nous ne pouvons plus le nier. Le coronavirus est une réalité. Et cette réalité s'est invitée sous le soleil gabonais. Et à nous maintenant d'adopter des comportements, même si on pourra dire que les autorités auraient dû, dès que les premiers cas se sont signalés en France, auraient dû prendre une décision de mettre systématiquement tous les passagers en provenance de France ou de certains pays européens en quarantaine. Je pense que c'est le seul bémol qu'on peut observer de toutes les mesures qui ont été prises. Mais une fois le premier cas s'est déclaré, nous pouvons quand même louer le courage des autorités gabonaises qui ont décidé de confiner, parce qu'actuellement nous sommes dans un confinement, les mouvements sont restreints avec des décisions plus ou moins fortes, et observons toutes ces mesures et d'ici 2 semaines on verra la communication que le gouvernement donnera, et vivement que nous soyons en mesure de gérer la pandémie. Professeur, votre mot de la fin. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Abdallah, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut se projeter dans le futur. Et tout à l'heure, en citant Lénine qui disait que la guerre était un accélérateur de l'histoire, nous devons nous servir de cette menace, de cette pandémie pour aussi accélérer notre histoire. Notre histoire, je parle du Gabon, et mettre l'accent justement sur la recherche. Nous sommes dans un milieu équatorial qui est fortement pathogène, c'est-à-dire qu'il y a des virus qui sont là, qui vivent avec nous, et qui, une fois qu'ils nous pénètrent dans nos corps, deviennent extrêmement dangereux. Donc, nous avons une première expérience, c'est le SIRMF. Nous l'avons, mais je pense que nous devions redimensionner le SIRMF. Nous devrions avoir... c'est une suggestion que je fais au gouvernement. C'est multiplier, comment dirais-je, ou reconfigurer plutôt nos centres médicaux, notamment dans les capitales provinciales, parce que si je reviens à l'épisode justement de ce patient, de ce compatriote qui a eu le malheur d'attraper cette maladie, qui est arrivé, on a dû attendre quelques jours pour envoyer, je dirais, faire des examens au CIRMF, les ramener du CIRMF, etc. On ne peut avoir ce type de centre à Libreville, dans les principales capitales provinciales, pour pouvoir détecter justement les maladies liées au virus justement qui donc, nous devons miser sur la recherche médicale. Nous devons prendre conscience de ce que, et comme quelqu'un l'a fait remarquer, nous sommes un petit pays. Par la taille démographique, nous ne pouvons pas nous prendre le risque justement de vivre ce genre je dirais de phénomène. Quoique, c'est pas parce que les Chinois sont nombreux que bon, on pourrait accepter qu'il en meurt quelques-uns. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous sommes du point de vue démographique, dans une situation particulière. Nous sommes un pays faiblement peuplé et nous ne pouvons pas nous permettre le risque de connaître ce risque ce type de pandémie. Donc, nous devons prendre de l'avance et développer la recherche, vulgariser l'enseignement de la médecine, la renforcer, mettre suffisamment de moyens pour que nous soyons à mesure justement d'affronter ce type de pandémie avec beaucoup de sérénité. Voilà.
Merci, professeur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, la présence de ce cas de coronavirus sur notre territoire doit nous faire prendre conscience que, comme l'a si bien dit le professeur, nous sommes une petite nation. Petite, c'est en termes de population et non en termes de sens, au sens politique. Alors, nous sommes une petite nation. Nous devrions alors prendre conscience que le Gabon, c'est nous. Le Gabon, c'est ceux qui viendront après nous. Alors, il revient à l'État vraiment, vraiment mettre l'accent dans la recherche, dans l'éducation, des sciences dures, donc dans la médecine, pour que demain, ce genre de situation, nous ne soyons plus surpris, mais par contre, nous trouverons des solutions immédiates. C'est dans ce sens que nous allons vous souhaiter un excellent week-end et bon début de semaine. Nous vous laissons avec les programmes de notre chaîne préférée Nour TV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.